Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième journée du Salon Rent. Alors nous allons commencer avec la première conférence qui s'intitule « Les nouveaux modèles immobiliers, les e-buyers sont-ils le futur de l'agence immobilière ?» Et pour discuter de ce sujet, je vais appeler nos intervenants. Je vais demander à Olivier Colcombé, s'il vous plaît, de me rejoindre. Vous êtes président directeur général de DILI, de Digit RE Group. Bonjour monsieur. Je vais demander à Aurélien Goutefard, le CEO de Homeloop, de me rejoindre. Bonjour Aurélien. Bonjour. Et à Thibaut Rémy, président de Meilleurs Agents, de prendre place. Salut Aurélien. Il y a un intervenant qui sera à distance, c'est Giorgio Tinacci, le founder et CEO de Casavo. Alors on va voir si la technologie nous est clémente. Et pour animer ces débats, je demande à Arnaud Hamzaoui, rédacteur en chef de Imo2, de venir prendre le micro. Je vous souhaite de très bons échanges. Et Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là. Merci aux intervenants qui ont accepté de se prêter au jeu de cette table ronde. Je suis Arnaud Hamzaoui, je travaille pour un média qui s'appelle Imo2. Et aujourd'hui, on va parler d'iBuying. On va parler d'iBuyer. On va parler de cette fameuse promesse folle qu'on a dans l'immobilier. Nous rachetons votre maison sous 48 heures au prix du marché. Voilà, donc on va avoir 45 minutes pour échanger. On a plusieurs intervenants. Je vais revenir un petit peu sur la présentation de chacun. Donc Aurélien Goutefard, tu es le fondateur d'Homeloop, un iBuyer français. Est-ce que tu peux te présenter et juste me résumer très très rapidement la proposition de Homeloop? Ça marche. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? Ouais. On t'entend bien. Ok, merci Arnaud. Bonjour à tous. Donc en effet, Aurélien Goutefard, fondateur et président de Homeloop. Donc j'ai créé Homeloop en 2016 avec effectivement l'objectif de rendre la transaction immobilière beaucoup plus simple, rapide et sécurisée, puisque le constat que j'avais fait et que je pense on partage tous, c'est que la transaction immobilière en France, c'est un processus qui est pas mal long et avec beaucoup d'incertitudes. Et justement, la promesse de Homeloop et la promesse d'un iBuyer, c'est justement de rendre cette transaction plus simple en se portant directement acquéreur. Donc la grosse différence par rapport à une agence immobilière, c'est que nous, on ne prend pas un mandat de vente, on va directement se porter acquéreur, ce qui permet au propriétaire vendeur de balayer toutes les incertitudes de son projet de vente. Plus d'incertitudes sur le prix, pas d'incertitudes sur le délai. Écoute, je te remercie. Je voudrais également présenter Olivier Colcombet, Bonjour à tous. qui est le président de Digit RE Group et aussi de DILI, qui est un iBuyer. Est-ce que tu peux très rapidement nous présenter Digit RE et son offre DILI, puisque c'est assez particulier, vous êtes un grand groupe immobilier qui a un iBuyer dans ses produits. Oui, alors Digit RE, c'est les marques de réseaux indépendants, de conseillers en immobilier indépendants patrons, de Capifrance et Optio Manteau, c'est nos deux plus grosses marques. Et donc on a lancé DILI avec une grosse inspiration américaine, puisque les e-buyers se sont lancés aux États-Unis en 2014. La France a suivi et nous avons suivi dans la même foulée parce que la fluidité et le sans couture qu'offrait le e-buying nous semblait vraiment une solution intéressante de fluidité, mais aussi de liberté, d'immédiateté, de se dégager, no painful process. Et ça, on aimait énormément ce côté-là. Donc c'est une offre complémentaire à nos autres offres en fait. Ouais. Alors c'est très bien que tu commences à parler en anglais, parce qu'effectivement, quand Giorgio sera là, il va falloir savoir que Giorgio est un Italien et donc il parle anglais. Et donc nous allons switcher à certains moments de la conférence et je reviendrai, je réexpliquerai certaines phrases. Mais avant ça, je vais d'abord présenter Thibaut Rémy, président de Meilleurs Agents. Bonjour à tous. Et Thibaut, tu es président de Meilleurs Agents. On est sur une table ronde sur l'iBuying. Est-ce que c'est le moment où tu nous révèles que Meilleurs Agents lance son iBuyer? Est-ce que ça y est, on a le scoop ou Alors non, pas de scoop. Moi, je vais être là en observateur éclairé et très intéressé par les nouveaux acteurs qui peuvent se lancer pour toujours apporter de la fluidité dans le marché immobilier. C'était l'ADN de Meilleurs Agents il y a 13 ans. Et on est toujours très intéressé par ce qui peut être lancé. Et le iBuying et cette nouvelle solution de vente pour les particuliers est quelque chose qu'on trouve très intéressant. Écoute, je te remercie. Je vais poser la question en sachant un petit peu la place. L'iBuying, je résume, et comme je le disais en début de conférence, on a vu certaines publicités émerger, notamment sur la capitale. Nous rachetons votre maison en 48 heures. Moi, ça fait quelques années que je travaille avec des agents immobiliers. C'est une proposition qui a de quoi leur faire froid dans le dos. C'est une proposition où j'ai eu des agents immobiliers qui m'ont très clairement dit
dans combien de temps c'est démocratisé en France que je change de métier. Il y a une vraie peur. Moi, j'ai posé la question sur ma table ronde, est-ce que l'iBuyer est le... Est-ce que l'iBuyer est le futur de l'agence? Je propose qu'on évacue tout de suite la question, l'éléphant dans la pièce, l'éléphant in the room. Messieurs, est-ce que vous êtes là pour prendre la place des agents immobiliers? Et il y en a plein devant nous, attention. Bon, moi, je pourrais commencer un début de réponse. Regardons le marché américain, 2014-2021, à peine 200 000 transactions par an aux États-Unis sur un service qui double chaque année. Donc, bien évidemment, c'est une proposition de valeur qui est très intéressante pour le client final, celui qui est en mobilité, celui qui veut aller vite, celui qui veut être particulièrement protégé par l'absence de nombreuses visites, par un prix ferme, une échéance ferme, mais ce ne sera jamais la majorité et il y a vraiment la place pour chaque acteur. C'est plutôt une note de service avec une particularité, comme l'a évoqué Aurélien il y a quelques secondes. Donc en réalité, Aurélien, je vais te laisser aussi parler, mais ce que tu nous dis, Olivier, c'est que c'est une offre qui existe. Effectivement, on parle de 2% de part de marché sur le territoire américain en donc 7 ans. Phoenix, qui est la ville test du iBuying, c'est-à-dire que tous les iBuyers, ne me demandez pas pourquoi, se lancent sur Phoenix et testent Phoenix, sont actuellement à 5% de part de marché. Aurélien, je vais te poser exactement la même question. Est-ce que tu as prévu de voler le travail des gens qui sont dans cette pièce? Alors voler le travail, non. En fait, on a non, mais on a une conviction qui est très forte en fait et qui guide vraiment, qui me guide depuis la création d'Homeloop et qui guide aujourd'hui tous les Homeloopers. C'est que en réalité, notre objectif, c'est de rendre la transaction beaucoup plus simple et sécurisée. Et ce qu'on souhaite, c'est proposer différentes options à un propriétaire-vendeur. Et en fait, aujourd'hui, est-ce que l'iBuying détruira le métier de l'agent immobilier? Non, parce que une fois de plus, c'est une offre de service qui va répondre à une partie des propriétaires-vendeurs, mais peut-être pas à 100% des propriétaires-vendeurs. Et en fait, ce qu'on veut, nous, c'est simplement que le propriétaire-vendeur, il ait enfin des options, différentes options face à lui, qui puissent lui permettre de vendre rapidement si ça correspond à son projet, qui puissent lui permettre de tester le marché et peut-être de vendre un peu plus cher s'il a la possibilité de vendre plus cher avec une agence immobilière. Donc en fin de compte, c'est juste donner plusieurs options à un propriétaire-vendeur qui aujourd'hui n'a pas tellement d'options à part vendre tout seul, vendre avec un agent, et dans les deux cas, il n'aura pas de certitude sur son prix de vente, sur son délai. Et nous, c'est simplement, aujourd'hui, les projets de vie sont potentiellement différents et peuvent être adressés par différentes thématiques. Alors, ce que je vois dans ce que tu me dis, et c'est intéressant, il y a quand même un point, c'est que tu as dit on veut offrir une nouvelle proposition, et actuellement, c'est vrai que les vendeurs ont deux propositions, on la connaît, l'agent immobilier ou le PAP. Et en fait, peut-être que ce que tu dis en sous-entendu, c'est qu'au final, les gens à qui vous allez voler le travail, c'est le PAP. C'est peut-être plus eux vos ennemis. Et après, je vais laisser Thibaut, parce que je crois que Thibaut, tu as quelque chose à dire. Exactement. Tu veux... Alors, Non, vas-y. non, mais moi, ce qui m'intéresse dans tout ce qu'on entend et le positionnement dont vous parlez, et que je trouve très intéressant, peut-être prendre des parts de marché aux ventes entre particuliers, mais surtout, plus que de voir c'est les iBuyers ou cette solution de vente à la place ou en remplacement d'une solution de vente un peu, on va dire, traditionnelle avec des agents, pour moi, les deux sont vraiment complémentaires. Et si on veut passer à l'échelle et commencer à offrir à un plus grand nombre cette solution de vente d'iBuying, moi, sans vouloir jeter un pavé dans la mare, ça devrait même être une solution qui pourrait être proposée par les agents immobiliers. Mais je crois que c'est ce que vous faites avec Dilly, non? Oui, alors justement, je voulais préciser, à mon avis, cette crainte, cet éléphant que tu soulignes, est lié au modèle américain, puisque Open Door a commencé avec un algorithme, mais il y a eu très vite des visites physiques. Oui. Zillow, c'est l'historique, c'est quand même d'avoir un prix sur chaque maison, et c'est pas d'hier. Donc probablement, c'est cette impression qu'on passe directement d'une évaluation d'un algo à une proposition de valeur et un achat immédiat. La réalité du processus, c'est pas du tout celle-ci. Ben oui. Il y a des enjeux forts pour le vendeur, pour nos sociétés qui achètent, celles qui sont représentées ici aux États-Unis. Donc, il y a une visite particulière. Et n'oublions pas un autre élément qui est critique, c'est qu'aux États-Unis, à la base, ils n'achètent jamais de maison antérieure à 1960, parce qu'ils vont vers des produits très stéréotypés. Exactement. Et ces produits, on ne les a pas en France. La caractéristique de l'immobilier français, depuis un haussmannien à un chalet en passant par une maison en Pisé dans la Creuse, on n'est pas dans un contexte comparable. Voilà, je voulais préciser,
parce que nous, dans le groupe, Et bah, on a beaucoup de vendeurs physiques, on y croit énormément. Et quand on va vers plus de services, ça peut être, et c'est avant tout parce qu'il y a du cerveau humain. Et donc c'est une continuité, c'est une nouvelle offre, comme je disais tout à l'heure, pour faciliter encore. Mais les distributeurs, les meilleurs, restent les hommes et les femmes qui représentent des agences qui ou font des le réseaux métier d'agents. au final. Et c'est parfait parce que tu m'offres une transition toute trouvée sur la suite de la conférence, puisque maintenant qu'on a évacué l'éléphant dans la salle, donc clairement non, les iBuyers ne sont pas là pour prendre le métier des agents immobiliers. Il y a beaucoup d'axes de collaboration à imaginer et on va pouvoir revenir dessus. Là, tu as mentionné, enfin, on a mentionné les algorithmes. Et c'est vrai que les algorithmes des iBuyers américains fonctionnent notamment parce que le marché américain est extrêmement homogène. En réalité, les iBuyers ne peuvent acheter qu'une toute petite partie du marché. Et nous, en France, nous n'avons pas le même immobilier. Et je vais vous poser la question, et là, c'est pour les 3 intervenants. Pour vous, l'innovation, parce qu'on est quand même au Rent, on va parler d'innovation, l'innovation portée réellement par les iBuyers, est-ce que c'est une innovation technologique d'algorithmes, etc., d'estimation, ou est-ce que c'est une innovation structurelle sur le modèle de vente de l'immobilier ? Tu veux y aller enfin, vas-y. Bon, nous, ça fait 13 ans qu'on a lancé l'estimation immobilière en ligne. Donc, si on parle d'innovation d'un point de vue algorithmique sur la capacité à donner un prix sur un bien immobilier, je verrais moins l'arrivée des iBuyers comme une innovation parce qu'on était préexistant, et donc plus comme une innovation structurelle, une innovation de process, une nouvelle possibilité de vendre pour les particuliers, mais qui passe par l'utilisation de la donnée parce que vous avez besoin quand même de cette capacité à pouvoir évaluer un bien, déjà d'un point de vue digital, mais après aussi. Est-ce qu'il y a le cas pour une vente pouvoir y arriver. traditionnelle ? Exactement. Oui. Non, mais effectivement, c'est plus une rupture de business model. En réalité, c'est une innovation de business model. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, j'ai de la technologie qui me permet d'estimer le bien. Cette estimation, elle peut être utilisée par un agent ou nous, dans notre cas, la grosse différence sur l'innovation, enfin sur l'estimation, c'est qu'elle est pour le moins engageante pour nous, puisqu'on met notre bilan au travail. C'est ça. Mais donc, dans le fond, c'est plutôt une innovation d'usage, une innovation de business model, une vraie transformation de la transaction, puisqu'on va plus simplement prendre un mandat, essayer de trouver un acheteur, ça prendra le temps que ça prendra. On va directement se porter acquéreur, porter le risque. Donc c'est là que le business model est différent et la continuité pour le propriétaire-vendeur est totalement différente puisqu'il transfère directement la propriété de son bien à notre société, à Homeloop. Et nous, après, effectivement, c'est vrai que le Meilleurs Agents avait initié ce travail déjà de créer des algorithmes, de donner de la transparence sur le marché. Donc aujourd'hui, on est moins, nous, sur, je dirais, le marché français aujourd'hui est très transparent en termes de pricing. Voilà, donc on a déjà des choses qui sont bien. Ce qui nous permet à nous aussi d'être extrêmement challengés sur nos estimations et de pouvoir dire aussi à nos clients, regardez, l'estimation qu'on vous fait, elle est valable, puisque vous pouvez aller sur Meilleurs Agents, vous aurez à peu près la même, vous pouvez aller voir des agences immobilières, vous aurez la même, et finalement, la discussion avec nos clients se fait plus sur, OK, quel est le coût de service et le coût que je suis prêt à payer pour finalement vendre de manière certaine mon bien, et donc c'est beaucoup plus facile dans un marché effectivement assez transparent. Alors, c'est parfait parce qu'en plus, là, on a parlé des personnes. Olivier, tu voulais Oui, peut-être rajouter quelque chose ? J'ajouterais que le modèle, c'est pas j'achète des côtés, c'est je te donne ton prix de marché et j'applique une proposition de service. Donc là, il y a déjà une partie de la réponse on va revenir sur ce fameux mythe de la décote. J'ai toute une partie de questions, mythe ou réalité, au niveau des iBuyers. Par contre, là, vous avez parlé des personnes, et ça fait plusieurs fois, parce que c'est vrai que l'immobilier, on le vend à des gens, on loge des gens, on permet à des gens d'avoir un toit. C'est ce que vous faites. Et j'aimerais aussi que vous me disiez, vous qui avez lancé 2 iBuyers, et Thibaut, qui, avec Meilleurs Agents, l'année dernière, a réalisé une étude très complète sur la perception des Français vis-à-vis du iBuying. Et c'est vrai qu'il y a un point auquel je voudrais qu'on réponde, et je trouve ça très important, c'est qui le client de l'iBuyer ? Parce que là, on parle de voler le travail des agences, on a compris que non, on parle d'innovation, mais avant, on revient 5 minutes sur le client. C'est qui le client d'un iBuyer ? Ouais, je peux commencer. Justement, j'allais te proposer de rentrer dans l'innovation par qui est la cible. Parce que c'est une façon de lire finalement l'offre. Et de voir quelle est sa vraie rupture. Dans nos expériences, on voit que c'est des personnes à mobilité, donc qui en général déménagent. On a eu plusieurs cas de familles ou de couples ou d'individus qui quittent la France. Donc je n'ai plus cette dépendance d'aller-retour, ou qui quittent tout simplement, ils font Paris-Bordeaux, et qui ont plutôt des moyens, et finalement, le temps qu'ils vont perdre à revenir pour faire visiter, pour que le bien soit parfaitement
pas entretenus, mais au moins rangés. C'est des grosses contraintes. Donc ça, on le voit souvent. Il y a la partie grande rapidité, donc des personnes âgées qui avaient, par exemple, pas de capacité à réemprunter, pas de frais relais. Et bien là, c'est une très grande rapidité pour être sûr de sécuriser le bien de ses rêves qui a déjà été identifié, parce que je peux corréler mon nouvel achat à la rapidité d'exécution du e-buying. Donc on voit par ces profils, ce n'est pas des profils d'ailleurs qui sont bloqués, gênés, c'est plutôt des profils qui veulent se libérer rapidement et aller vers une transaction avec le moins de stress possible et le moins de contraintes possible. Alors Aurélien, même question. Quand vous faites des publicités aujourd'hui, vous avez un persona. Est-ce que tu rejoins Olivier ou est-ce que tu peux nous parler du client que vous ciblez? Alors effectivement, on a des situations, on peut avoir un panel de vendeurs assez large, mais nous, il y a une grosse particularité sur nos vendeurs, c'est qu'on a à peu près 60% des gens qui nous vendent leurs biens, qui sont dans une démarche, qui sont déjà propriétaires, ils ont besoin d'ajouter autre chose. Et finalement, aujourd'hui, c'est 60% de nos clients. En fait, on va vraiment être une alternative très crédible au prêt relais. Puisqu'aujourd'hui, le prêt relais, c'est seulement 60 à 70% de la valeur du bien que vous vendez qui sera financé. Alors qu'avec Homeloop, vous avez tout de suite 100% de votre apport qui est mobilisable. Donc, nécessairement, comme vous avez plus d'apport, vous allez pouvoir solder plus rapidement votre crédit sur la maison précédente et vous allez avoir moins d'argent à emprunter pour financer la nouvelle maison. Donc, en réalité, il y a effectivement ces situations où les gens cherchent de la rapidité, mais il y a aussi tout simplement un calcul financier qui est fait par nos clients et qui est de dire, en fait, le service Homeloop est hyper compétitif par rapport à un prêt relais où je vais avoir des frais, je vais devoir payer mes taxes foncières, mes charges de copropriété pendant 9 mois, 1 an. Et tout simplement, à la fin, ils se disent, en fait, OK, vendre avec un prêt relais ou vendre à Homeloop, autant vendre à Homeloop, c'est tout de suite, c'est certain. Ok, je te remercie. Et, dans la mobilité, j'ajouterais, il y a le confort aussi, c'est que je n'ai pas, par exemple, 2 déplacements. C'est-à-dire que je pourrais envisager 2 déménagements. Le premier, je vends, je loue, je rachète. Donc là, pareil, boum, et finalement, les coûts additionnels des pré-relais, des mutations doubles et autres sont gommés par le coût de service. Et ça, c'est important. Précision importante. Alors, 20%, Thibaut, 20% de Français connaîtraient l'offre de iBuying. Alors, est-ce que tu peux m'expliciter ce chiffre? C'est une étude Harris Interactive qu'on a menée il y a un peu moins d'1 an à peu près, qu'on avait révélée lors de l'Observatoire de la PropTech. D'ailleurs, on était ensemble, Arnaud. Oui. Sur 1500 personnes qu'on avait interrogées qui étaient porteurs d'un projet immobilier, 20% d'entre elles nous avaient dit être au courant de ces solutions d'iBuying. Et je trouvais ça, on en parlait juste avant avec Olivier, on trouvait ça d'ailleurs plutôt bien. Néanmoins, seulement un tiers de ces 20% se sentaient prêts à franchir le pas. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est une solution où la façon dont ça leur est présenté ou d'où ils le perçoivent aujourd'hui, c'est oui, mais je vais vendre mon bien discounté. Et moi, j'aime bien, quand je vous entends parler depuis le début de la conférence, de dire non, mais c'est un arbitrage à faire entre différents coûts de service, en fait. C'est un coût de service de cette solution de vente qui existe parmi d'autres et qui est à mettre en face d'un prêt relais, d'un coût d'un déménagement intermédiaire, etc., et temporaire. Et c'est cette approche-là, plus financière et d'un arbitrage financier à faire pour un vendeur en fonction de sa situation personnelle, parce qu'au final, vous venez de décrire des personas assez larges, c'est des situations très différentes. Et donc, ça s'adresse à tout le monde dans un contexte un peu particulier. Et si je vous parle des 4D, est-ce que vous vous y retrouvez ou pas? Décès, déménagement, etc. Parce que j'ai eu le plaisir un jour d'échanger lors de l'Inman à New York, j'ai eu le plaisir d'échanger avec un acteur américain et qui m'avait cité ça comme raison, parce que je lui avais dit, mais vous visez qui? C'était à l'époque où il y avait toujours cette rumeur de l'achat à décote, sur laquelle on reviendra, et je lui ai dit, vous visez qui? Il m'avait expliqué les 4D. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord? Est-ce qu'on pourrait résumer ça comme ça? Parce que besoin de rapidité, besoin de déménagement, etc. Je commence. Moi, je ne suis pas du tout adepte des 4D. D'accord. Debt, Death and Co, c'est que des D négatifs. Oui, c'est vrai que c'est assez négatif. Et déjà, lancer un business model, un service que sur les bases négatives, je ne crois pas que ce soit un gage de réussite, pas du tout. Peut-être pas le bon esprit entrepreneurial. Voilà. Oui. Et ensuite, dans l'expérience que nous avons menée, ce n'est pas ce que l'on rencontre. D'ailleurs, on n'a eu aucun cas. Voilà. On peut imaginer un cas positif, c'est une succession c'est pour ça que je vous demande, c'est la différence entre ce qu'on m'a dit un jour autour d'une table sur un salon et la réalité du marché. C'est pour ça que je voulais avoir le retour, pareil Aurélien. En effet, non, mais je pense qu'il y a
à la base, effectivement, le service qu'on propose pâtit un petit peu d'une image un peu négative où effectivement le premier réflexe c'est de se dire bah oui c'est parfait pour les gens qui sont vraiment pendus entre guillemets, donc dans les 3D ou les 4D. Nous aujourd'hui chez Homeloop, ce qu'on catégorise comme héritage, ça représente 10% à peu près de notre portefeuille de clients. Donc ce qui effectivement ça existe, mais je pense que c'est globalement représentatif de ce qui se passe sur le marché immobilier classique. Oui, j'allais dire, les 4D, je pense qu'on les a pour n'importe quelle transaction, même ça va au-delà de ça. Après, il y a une question de réflexion sur le temps. Je pense que c'est une solution qui est très intéressante pour les gens qui ont vraiment des vrais sujets sur le temps. Mais aussi, il ne faut pas minimiser le coût de l'impact émotionnel qu'a une vente immobilière. Et les solutions d'iBuying peuvent aussi enlever un certain nombre d'émotions assez négatives, assez lourdes pour quelqu'un qui a envie de vendre. Et qui est tout à fait envisageable dans un cas qui ne soit pas forcément négatif ou positif, enfin, ou pas forcément négatif sur la vente. Hein. Ça peut être aussi quelque chose de positif, mais on veut s'affranchir de la pression, des émotions, du stress que ça peut créer. Est-ce que je vends au bon prix ou pas? Ça, on sait que tout le monde se la pose. Bon, bah là, il y a une solution pratique qui arrive et qui est simple. Il y a un élément d'ailleurs qui est très intéressant, c'est quand je décide de passer par un e-buyer, toutes les cases sont cochées. Je sais exactement le délai, le coût, les impacts. Tu vois, je ne fais pas de travaux, je fais des travaux, j'arrive pas à avancer, il y a une négociation, il n'y a pas de négociation de prix. On m'a fait une proposition. Il y a un côté rassurant. Ah ouais, il y a un côté rassurant et qui décharge une partie du stress, et c'est de toute façon une partie du métier des professionnels de l'immobilier au sens large, décharger une partie du stress des particuliers. Je vais te dire, c'est intéressant, à l'inverse, quand on dit vous avez une offre sous 48 heures, on ne le dit plus, parce que c'est stressant aussi, c'est trop rapide. Comment vais-je prendre une décision sur 200, 300, 500 000 euros en 48 heures ça fait un peu poker. Et donc, il ne faut pas le pousser trop fort, tu vois. Ouais, c'est parfait que tu me lances là-dessus, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des capacités pour avoir des transactions immobilières extrêmement rapides. La technologie, la blockchain, etc., les iBuyers également. Cependant, il y a un goulot d'étranglement qui reste le financement. Et c'est un goulot d'étranglement pour toute transaction immobilière. Et je vois de plus en plus de iBuyers, aux États-Unis notamment, commencer à lancer des solutions de crédit. Je vois également des autres business qui se sont lancés, qui sont des iFunders, qui sont un mix entre un iBuyer et un prêt immobilier un peu caché. La question que j'avais à vous poser, vous qui justement êtes à la tête de solutions d'iBuying, est-ce que c'est une stratégie que vous envisagez? Est-ce que demain vous allez faire des prêts immobiliers? Est-ce que demain vous allez permettre à la personne de rembourser en payant un loyer, etc.? Alors, je l'apprends juste parce que nous, ça y est, en fait, on a officiellement une licence de courtier en prêt immobilier aussi depuis septembre. Donc, on a lancé notre service de. Alors, pour l'instant, courtier, parce que la licence bancaire, c'est un processus qui prend un peu plus de temps. Mais pourquoi pas dans une roadmap, voilà. Mais nous, encore une fois, hein, je le disais, c'est vraiment simplifier la transaction immobilière. Aujourd'hui, le financement dans un processus, dans un parcours immobilier, c'est effectivement une brique qui est stressante, qui est longue. Qui est pleine de délais aussi, le délai Scrivener, ce genre de truc, où effectivement, en fait, alors qu'une transaction immobilière, enfin, un prêt immobilier pour une banque, je pense que c'est l'équivalent de la baguette de pain pour le boulanger. Enfin, c'est le truc qui devrait être hyper rapide. Ouais. Et donc, oui, ça doit aller plus vite. Maintenant, il y a des process, des choses, des habitudes qu'il va falloir changer. Nous, on le fait déjà donc à notre niveau de courtier. On a réussi avec quelques banques à sortir des offres de prêt en l'espace de quelques jours, donc ce qui est hyper puissant pour notre client qui nous achète un bien. Donc là, je me mets de l'autre côté, hein, mais je peux aussi financer mon vendeur en fait. Mais en gros, j'ai mes acheteurs qui m'achètent un bien, je peux leur trouver une offre de prêt en quelques jours. Et donc quelque part, ça rend l'expérience Homeloop encore plus riche parce que mon acheteur va m'acheter un bien, je vais pouvoir lui acheter son bien et lui financer potentiellement une acquisition derrière. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Alors, je pense qu'on a bien parlé d'innovation. Là, on a aussi levé quelques mythes. Donc, on est revenu un petit peu sur votre proposition. On a bien précisé que Meilleurs Agents ne comptait pas lancer un service d'iBuying pour l'instant. Et si vous voulez, j'aimerais bien qu'on passe justement à une partie de la table ronde que j'ai appelée mythes ou réalités. Et là, je vais m'adresser peut-être au public. Enfin, on va s'adresser au public qui était peut-être déjà un peu sachant sur la question. Et donc, on va revenir sur cette fameuse question des 20 à 30%. J'ai deux iBuyers devant moi, j'en profite. Est-ce que c'est vrai qu'un iBuyer, pour faire de l'argent, achète à 20% en dessous du marché, 30% en dessous du marché?
Je vous vois rigoler, moi j'ai l'idée de la réponse, mais c'est un mythe qui court c'est des bruits de couloir qu'on entend dans l'immobilier et dans la PropTech. Bon, déjà, reprenons l'hélicoptère. Aux États-Unis, c'est le plus gros marché d'e-buying. C'est 6 à 12% de services et 12, c'est pour les propriétés les plus risquées. Et la moyenne américaine, c'est 8 à 9. Donc, juste pour poser le décor, sachant qu'avec Zillow, vous avez vraiment un prix assez précis, puisque je vous rappelle que Zillow avait même été attaqué parce qu'ils étaient plus évaluateurs, mais fixateurs de prix. Exactement. Donc on voit très bien que intéressant de regarder le mythe aussi américain. Et ça leur a coûté quelques millions d'ailleurs à Zillow. Ouais, dont un concours de tech à 1 million le prix. Exactement. Donc voilà, ça c'est juste parce qu'on a un grand frère et c'est intéressant de regarder ce qui s'y passe. Et en France, on est plutôt à 7% en dedans du prix. Donc on part bien d'une évaluation et de cette évaluation, on fixe une commission de service. Bien sûr. Et donc on arrive à un prix net et à nouveau, le propriétaire sait exactement quelle offre on lui fait. Il peut l'accepter, la refuser. Et puis il sait ce qu'il a à côté parce qu'il a peut-être aussi tenté sa chance tout ça. Il a peut-être consulté des professionnels immobiliers. Il est peut-être allé chez des algorithmes, le plus vieux étant Dreamkey d'ailleurs. Hein, c'est à 16 ou 17 ans, qui est aussi dans notre groupe, ou chez Meilleur Agent ou chez d'autres. Donc il est tout à fait capable, et on le sait ici à Reims, ils sont très très bien informés sur le marché de l'immobilier. Donc le 20 ou 30, c'est même pas un mythe, c'est un mensonge. D'accord. Thibaut, est-ce que tu as quelque chose peut-être à dire toi là-dessus? Parce que là, si on parle de prix et de prix de l'immobilier, je pense que Meilleurs Agents a peut-être... Alors sur les prix de l'immobilier, oui, bien sûr. Après, sur la décote qui était appliquée, moi aussi j'étais curieux d'entendre la réponse et de savoir. Alors, je ne me doutais pas quand même qu'on soit à moins 20 ou 30%, mais je suis très, très intéressé d'avoir la réponse. Alors, ça, à mon avis, ce serait très, très compliqué pour un vendeur d'accepter une telle décote, hein, évidemment. Ouais, absolument. En fait, l'idée, encore une fois, hein, notre client face à nous, c'est quelqu'un qui a besoin d'acheter autre chose, qui est globalement dans un marché plutôt urbain aujourd'hui, puisque les marchés dans lesquels on travaille sont plutôt des marchés urbains, des grandes métropoles. Et donc, aujourd'hui, proposer une décote à 20 ou 30%, on n'aurait pas beaucoup de clients. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers de propriétaires vendeurs chaque mois qui viennent sur notre site. Et nous, notre objectif, c'est pas non plus, en tant que boîte, hein, enfin je dirais, notre objectif à nous, c'est pas de faire des coûts financiers. C'est pas de dire je vais faire le maximum de marge. C'est simplement, en fait, nous, on a un modèle effectivement qui, par rapport à, on va dire, une agence immobilière classique, qui est probablement un peu plus financier, où il y a un modèle de gestion des risques. Et notre objectif, c'est tout simplement de se dire, bah, je sais que si j'achète à 93% du prix estimé, ça va me coûter 2 parce que je vais devoir payer le notaire. Et à la fin, ça me laissera 5 peut-être de marge. Et donc, c'est finalement juste pour couvrir mon risque et mes coûts de financement que je vais avoir ces 5 qui doivent être finalement la rémunération du risque pris par Homeloop quand elle achète un bien. Donc c'est vraiment ça les économics d'un iBuyer, c'est juste se dire je vais rendre ce service, je veux le rendre au plus grand nombre, faire du volume et pas du tout essayer de faire 20-30% et maximiser mon gain. Parce que ça, il y a plein de gens qui le font sur le marché et ils le font très bien, ils le font à titre personnel et ça se passe bien pour eux, mais c'est pas du tout le job de Homeloop. C'est pas votre travail. Peut-être que ta question vient aussi du statut dont on a besoin pour opérer. On est marchand de biens. Alors lui, le marchand de biens, effectivement, il va chercher 20 ou 30 de décote. Je suis désolé s'il y en a ici, mais il faut bien qu'il vive et qu'il laisse son projet. Exactement. On a un statut de marchand de biens parce que c'est une obligation, mais ce n'est pas du tout la vocation. Alors, si tu me lances sur le sujet, j'en profite aussi. Je te pose une question qui n'était pas prévue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce terme? Parce que souvent, quand on parle d'iBuyer, le terme qui revient, c'est marchand de biens 2.0. Comment, quand on est un iBuyer et aussi qu'on évolue dans le milieu immobilier, on sait ce que ça veut dire marchand de biens, on sait la connotation qui parfois peut y avoir derrière. Comment ça se fait? Comment on le vit Chez nous, c'est hyper simple. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. On peut faire au mieux un petit coup de homestaging, mais on ne sait pas traiter sur multiplaces, porter des biens, en assurer des modifications architecturales ou de la rénovation lourde ou autre, ce qui est le fond du métier de marchand de biens. Donc déjà sur cet axe-là. Et c'est intéressant parce qu'il y a un des intervenants qui est un gros actionnaire qui est allemand, que j'avais rencontré il y a quelques années, et il comparait, c'est notre ami, et il comparait le e-buying à l'assurance. Il me disait pour lui, c'est un métier comparable à l'assurance. On va faire beaucoup de transactions et c'est une gestion du risque. Et la moyenne de ces transactions, il y aura des pertes, il y aura des gains, mais la moyenne sera intéressante. Et on voit bien à nouveau qu'on n'est pas du tout sur de la rénovation et du marchand de biens, on est sur un business de volume dont
la moyenne, permet aux actionnaires, aux propriétaires, au business de tourner. Et Aurélien, je te pose la même question. Comment est-ce que tu le vis, toi? Nous c'est vrai qu'effectivement, il y a des termes qu'on essaye de bannir chez Homeloop. C'est la décote, marchand de biens, voilà, tout ça, on essaye de le gommer. Et quand quelqu'un arrive chez Homeloop, on lui dit t'ai pas fait de cadeau sur la table ronde. Donc. T'es pas venu là pour faire des marges exceptionnelles. On est là pour vendre un service. Et ça, c'est hyper important pour les gens qui nous rejoignent. Il faut pas nous rejoindre parce qu'on a l'impression de pouvoir faire du trading sur des appartements et gagner plein d'argent, etc. Il faut nous rejoindre parce qu'on a envie de vendre un service et parce qu'on croit fondamentalement que la transaction immobilière va être demain plus simple et qu'on offrira des options. Et donc oui, après, donc le terme de marchand de biens est négativement connoté en France. Après, c'est un formidable avantage fiscal qu'on a, puisque la réalité du marchand de biens, c'est simplement que c'est sur les droits d'enregistrement. On paye moins de droits d'enregistrement et ce qui rend ce business model faisable. Et je pense que pour ça, la France est l'un des meilleurs marchés en Europe pour faire ce métier. Alors, je vous remercie. Thibaut, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, toi, sur cette partie-là? Non, mais c'est intéressant parce qu'encore une fois, on vous entend parler de services, de faire un parallèle avec les assurances, et c'est vraiment comme ça que le métier doit être vu, plus que comme un métier de marchand de biens, où il y a un savoir-faire sur la rénovation d'un bien, la vente à la découpe s'il faut, etc. Plein de choses que ne font pas les iBuyers. Et en fait, ce que je trouve intéressant là, et ce qui émerge de la conversation qu'on a, c'est que déjà, marchand de biens, non, c'est pas faire, mais en fait, vous parlez beaucoup de gestion de risque, et j'ai envie de savoir à quel moment vous faites de l'immobilier, à quel moment vous faites de la finance. Parce qu'on a parlé de fiscalité, de gestion de risque, etc. Quand on pilote des choses comme ça, est-ce que vous vous définiriez en fait au final que vous êtes un mix hybride entre des gens qui font de l'immobilier et de la finance au sens tableau Excel, etc. En fait, nous, notre vision, effectivement, c'est un business model qui est très financier. Aujourd'hui, on mobilise chaque mois plusieurs dizaines de millions d'euros pour acheter des biens, pour s'engager dans le financement de biens. Évidemment, on les vend aussi, donc voilà. Donc oui, il y a un socle financier très important dans notre business model. Et je pense que tous les iBuyers dans le monde, effectivement, ont cette connaissance, cette capacité financière qui est très forte. Et c'est un prérequis, en fait, c'est l'oxygène du business, c'est d'avoir des lignes de crédit, d'avoir des fonds propres pour financer ces opérations. Après, nous, vraiment, notre vision, c'est de dire, tout ça, c'est de la cuisine, en fait. Tout ça, c'est de la cuisine interne. Et pour notre client, c'est complètement transparent. Voilà, tout simplement, pour lui, on sait qu'il a face à lui une contrepartie qui est bien financée et qui va lui acheter son bien. Et c'est vraiment ça, un des premiers trucs. En fait, quand on fait des études auprès de nos consommateurs et qu'on les teste sur notre idée, notre concept, surtout sur des gens qui ne connaissent pas du tout, les premiers réflexes sont qui va m'acheter mon truc, est-ce que je vais vraiment toucher l'argent en fait? Et c'est vrai que c'est ça les premières questions. Et quand j'ai commencé en 2016 très humblement à Paris avec quelques centaines de milliers d'euros, effectivement c'était une des premières questions. Mais ok, ta promesse elle est super forte, mais qu'est-ce qui me garantit que je vais avoir l'argent à la date donnée? Et donc là, j'avais mon notaire qui me faisait une attestation, machin, voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment ça le point, c'est de dire il faut être rassurant. Et en fait, finalement, au même titre que vous ne vous posez pas la question quand vous allez chez le Crédit Lyonnais ou je sais pas où pour demander un prêt immobilier, quand vous venez chez Homeloop, vous ne vous posez pas la question de savoir si ça va marcher ou pas, puisque vous êtes garanti que ce sera le cas. Ok, écoute, je te remercie. Et justement, il nous reste 10 petites minutes sur cette table ronde. Et là, on a parlé de finance. Et donc, c'est peut-être effectivement le moment de passer à la question des iBuyers et du financement des iBuyers. J'ai choisi une slide un peu volontairement provocatrice. Clairement, énormément de levées de fonds dans la PropTech. Moi, j'ai une question à poser aux gens qui sont là. Est-ce qu'aujourd'hui, pour innover dans la PropTech, ça doit forcément me coûter des millions? Et après, on reviendra sur l'innovation dans l'iBuying. Moi, je réponds facilement parce que je suis le seul non-barbu. Excuse-moi, il y a... Oui, ça fonctionne, ouais. Ouais. Étant le seul non-barbu, c'est très facile pour moi de répondre parce que nos amis sont tous sur l'écran. Aujourd'hui, déjà, oui, il faut mobiliser du cash. Et c'est une nouveauté parce que tous les professionnels de l'immobilier, qu'on soit en réseau, en agence, on n'achète pas les biens. Donc il y a une rupture sur le business model. Ça, c'est déjà une certitude. Pour le parallèle avec le financier, pour qu'un modèle tourne, il faut que l'argent tourne 2,7 voire 3 fois dans l'année. Okay. Donc ça c'est un socle financier. Mais je peux vous dire que quand on rentre dans une acquisition et une cession, on fait que de l'immobilier. Donc il ne faut pas se tromper. Bien sûr, mais le modèle financier, il est testé une fois, il n'est pas retesté chaque jour. Ensuite, il faut exécuter correctement
et une grande partie de la recette est dans l'exécution à la revente. Si on garde le bien trop longtemps, on perd vite les gains de services évoqués avec le propriétaire vendeur à l'origine. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a des modèles intermédiaires maintenant où je vais partager une partie de la plus-value si je revends plus cher. Il y a pas mal de choses qui se créent en addition aux services, comme Aurélien se lance dans le financement. D'autres se sont lancés dans le rachat de la première, la vente de la deuxième, une garantie sur 1 an. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se créent toujours, mais on voit bien que c'est le service, c'est pas la partie financière. Maintenant, nous qui sommes un modèle avec les réseaux de mandataires comme Capifrance Optium, où finalement on encaisse du notaire avant de régler nos conseillers, même si on les paye très très bien, on les paye alors qu'on a déjà encaissé. Donc on est dans une rupture financière par rapport au modèle ancestral, puisqu'il faut se financer. Et comme on est sur du e-buying et qu'on a un délai très très court à l'achat, malheureusement, les banquiers français ne sont pas habitués à ce business model, puisqu'ils veulent des garanties. Et on ne peut pas mettre une hypothèque quand on achète un bien en 3 semaines. Alors, je rebondis sur ce que tu dis et le fait que les banquiers français ne soient pas habitués à ça et ne soient pas forcément habitués à ce qu'on vienne les chambouler tout court. Aurélien, toi, tu as fondé Homeloop. Donc, tu t'es retrouvé tu as fondé Homeloop à une époque où le iBuying n'était pas encore sur toutes les lèvres, ni aux US, ni en France. Tu t'es retrouvé dans cette position-là. Comment tu as fait et comment est-ce qu'on fait en fait? Comment est-ce qu'on va voir un banquier? On lui dit, alors moi, mon concept, ça va être de vendre des maisons en 48, de racheter les maisons, etc. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Parce qu'il y a un côté entrepreneur et aventure que je trouve assez... C'est sûr que les premiers rendez-vous, généralement, se passent un peu bizarrement. Ils nous regardent, vous êtes sérieux? Vous allez vraiment acheter des biens? Vous faites des business plans à 1 milliard? Voilà, comme ça ne vous pose pas de problème. Et moi, ça ne me posait pas de problème. Donc j'étais à l'aise avec ça. Mais parce que c'est vrai que donc, fondamentalement, l'iBuying, évidemment, de toute façon, je le disais, c'est l'oxygène, enfin, le financement, le capital, c'est l'oxygène du business. Il n'y a pas de capital, il n'y a pas de business, en fait. Donc, de fait, on en a besoin. Mais je crois que la question était aussi un peu plus large. C'est-à-dire que sur la PropTech, aujourd'hui, de toute façon, tous les business, à partir du moment où on veut créer de la rupture, investir dans la technologie, sont nécessairement consommateurs de capital et de capitaux, effectivement. Et je pense que même Meilleurs Agents qui n'est pas dans l'iBuying avait fait des levées de fonds et c'est nécessaire quand on veut imposer sa nouveauté, son innovation, sa marketplace sur le marché. Il faut l'accompagner d'investissements assez lourds parce que le revenu ne va pas se faire immédiatement. Et donc, le financement est hyper nécessaire pour la PropTech. Et je ne sais pas si Thibaut veut commenter. Après, je pourrais vous recommander sur l'iBuying. Mais... Ok. Thibaut, ça dépend beaucoup. On parle de est-ce qu'il faut lever beaucoup pour innover dans la PropTech? La réponse est, pour moi, ça dépend du business model. Là, on parle de l'iBuying. C'est un modèle qui est énormément consommateur de capitaux. Donc, forcément, on a besoin de beaucoup d'argent. Quand on veut se développer très vite ou qu'on veut aller à très grande échelle, on le voit sur... Alors, c'est une innovation de business model, mais les mandataires IAD ont très vite été rentables et pourtant, ils ont fait des levées plutôt pas mal. Voilà. Nous, Meilleurs Agents, on n'a levé que 13 millions d'euros dans toute notre existence avant d'être vendus et on a pu quand même innover parce qu'on a été un business model qui n'était pas non plus consommateur de capitaux comme peut l'être. Et alors, ça tombe bien que tu me lances sur le business model de Meilleurs Agents. Parce que je voudrais parler de la fameuse $1 billion opportunity, l'opportunité à $1 milliard qui a été pas théorisée, mais en tout cas l'article est sorti par Mike Delpret. Et en fait, Mike Delpret, il faisait une petite analyse, c'est que les iBuyers n'achètent que 10% des maisons qu'on leur propose. Par contre, ça veut dire qu'ils ont 90% de gens qui font des demandes d'estimation sur leur site, qui sont au final des leads vendeurs. Et le point que j'en profite, j'ai Meilleurs Agents à côté de moi, j'ai Homeloop, j'ai Dilly qui appartient aussi à un groupe où il y a des mandataires. Est-ce que, et je pense que ça serait bien de conclure la table ronde là-dessus, sur comment les iBuyers peuvent englober les agents, est-ce que en fait, le futur du business de l'iBuying, c'est pas ça? Est-ce que ça va pas être de vendre des leads? Et est-ce qu'au final, vos concurrents, c'est peut-être pas plus Meilleurs Agents que les agents qui sont dans la salle? Sans vouloir créer de tension. Attention. Allez-y. Bon, je veux bien commencer. La première chose, c'est sûrement pas 10%. Si c'est 1% aux États-Unis, je serais déjà étonné. Et on dit que Zillow achète moins d'1% des biens des acheteurs qui le souhaiteraient. Donc, parce que c'est pas leur c'est pas le fond de leur business model. Donc ça, c'est déjà un point important.
Nous, on n'est pas du tout à 10% non plus, et on fait très peu de pub et on pousse peu la marque aujourd'hui. Donc, c'est sûrement pas 1%. Déjà, il y a ceux qui te sont proposés, ceux qui veulent aller au bout. Donc, moi, le 10%, j'y crois pas. Et si un jour, ce business model représentait 10% des ventes en France, ça serait déjà magnifique. 10% en fait, c'est 10% des gens qui demandent une estimation sur leur site sont éligibles. C'était ça le point. Et en fait, après, parce qu'après, c'est moins d'1%, ça c'est voilà. sûr. Et en fait, Zillow, en fait, ce qu'ils font derrière, c'est qu'ils ont l'offre premium Zillow, et ils renvoient les leads vers les agents qui sont abonnés à l'offre premium. Voilà, donc je rebondissais parce que Donc nous, dans le groupe, on a la capacité donc à fournir ces leads, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux et ils sont non significatifs par rapport à la taille d'un groupe comme le nôtre, pour très très clairement. Donc ce n'est pas l'objet. En revanche, bien sûr, quand on a des leads, qu'ils soient pour aller jusqu'au bout, là dans ce cas-là, c'est un de nos professionnels qui va faire l'évaluation pour sécuriser notre transaction d'achat et qui reprendra la vente derrière, puisque c'est nous qui allons lui confier. Donc ce n'est pas un mensonge de dire que c'est tout à fait normal et logique, mais ce n'est pas de la création de leads masquée. Voilà ce que je voudrais préciser. Aurélien, je te fais aussi la passe sur cette question, parce qu'en plus, il y a eu des annonces de ce côté par chez vous. Ouais, alors. En tout cas, c'est pas là-dessus l'annonce, mais il y a des collaborations avec des agences. Effectivement, on collabore avec les professionnels de manière totalement assumée. Il n'y a aucun problème. Alors, et puis on n'a pas par contre, on n'a pas l'ambition de devenir meilleurs agents. C'est pas du tout notre play. Mais ce qui est certain, c'est que oui, voilà, on veut accompagner nos particuliers vendeurs. Et donc aujourd'hui, on référence nos particuliers vendeurs auprès de certaines agences avec qui on peut travailler. Et donc ça se passe très bien. Et ça permet à la fois sur des gens qui refusent nos offres. Et d'ailleurs, ça se passe très très bien et les gens sont très contents. Mais aussi sur les zones sur lesquelles on n'opère pas, ça nous permet aussi de travailler avec des professionnels dans les zones sur lesquelles on n'est pas présent et de quand même capter de la donnée sur ce qui se passe dans ces marchés-là. Puisqu'en fait, nous, je dirais, il y a l'oxygène financier et il y a l'oxygène de la donnée, de savoir ce qui se passe sur les marchés, et c'est hyper important pour nous. L'or noir du XXIe siècle. Quelles sont les transactions qui se passent, à quel endroit, etc., avec qui et comment, c'est hyper important pour nous. Donc je dirais, oui, on travaille avec des professionnels de l'immobilier. Donc c'est aussi une manière de vous montrer qu'on n'est pas non plus en train de les tuer, puisqu'au contraire, on est partenaire en fait avec les agents immobiliers. C'était un petit peu sur ça que je voulais aller vers la fin, sur la conclusion de cette table ronde. Thibaut, est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter? Parce que je pense que la vente de leads aux agents immobiliers, c'est peut-être un petit peu quelque chose que tu connais. Le sujet de la génération de leads est important. Alors après, il y a lead et lead, donc il faut voir comment on le vend. Mais ce qui est important, c'est d'être capable de créer une machine pour attirer les particuliers qui vont vendre. Bon, ça, Meilleurs Agents est archi leader en France sur le sujet. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces sujets-là? De ces leads, mais c'est plutôt de ces particuliers et des professionnels qui sont partenaires de Meilleurs Agents. On les met en avant auprès des particuliers pour que le particulier puisse choisir la bonne solution pour lui. Mais demain, les partenariats, pour moi, que les iBuyers vont être capables de faire avec les agents immobiliers, c'est la solution, que je pense personnellement, pour le passage à l'échelle d'une solution d'iBuying. Parce que tu es un particulier demain et tu as un pro qui te dit, si tu veux, moi je vends comme ça, ou comme ça, ou tu as une solution où tu as du cash tout de suite pour 7% de moins. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que demain, tout professionnel doit être capable de proposer. Et d'ailleurs, demain, quand un iBuyer peut reprendre ou racheter un bien, vous allez bien devoir le vendre. Si vous le vendez par vous-même, c'est bien, je crois que c'est ce que vous faites, mais si vous le vendez avec des agents immobiliers, ça décuplera aussi votre capacité de vous développer. Et je pense que Dilly, c'est ce que vous faites. Donc, voilà. Bien sûr, on le vend avec les agents et on rémunère nos agents comme le marché les rémunérait en direct. Écoutez, monsieur, donc l'iBuying s'ajoute en fait à la carte. Dans l'idée, dans le futur, l'iBuying s'ajoute à la carte des services de l'agent immobilier. Là, depuis le début du Rent, on n'arrête pas de parler de l'agent immobilier en 2050 et je pense que l'immobilier à la carte, c'est quand même un sujet qui est revenu beaucoup. On sait que ça va être un axe d'évolution. Le timer nous indique 0, donc c'est la fin de cette table ronde. Je vais vous remercier, messieurs, d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Je vous avais prévenu en plus que j'allais avoir des questions qui parfois allaient peut-être vous titiller. Je remercie également toute la salle d'avoir assisté à ça. Je remercie le Rent pour l'organisation et je remercie la régie d'avoir assuré, etc. Et je vais peut-être vous laisser à chacun un petit mot de la fin. Alors juste un petit mot parce que sinon la régie va vraiment me crier dessus. Bon, moi, le mot, je dirais il y a de la place pour tout le monde parce que c'est le client qui décide. Et là, pour le coup, on lui propose une nouvelle solution. Cette solution, elle est adaptée à son cas, ses conditions. Je ne reviendrai pas dessus. Et donc, ici, il est en connaissance de cause.
Et les retours, ça c'est aussi important, un très très haut niveau de satisfaction face à la proposition de service et la complétude de A jusqu'à Z de ce qui est proposé. Donc tout ce parcours qui se veut fluide, il doit être fluide, donc l'exécution est critique. Ben, merci Olivier. Aurélien, petit mot de la fin. Non, alors moi, mot de la fin. Je voudrais remercier le Salon Rennes parce que c'est grâce au Salon Rennes de 2016 où Homeloop a été Startup de l'année en 2016 et donc on s'est rencontrés. Du coup, je suis très content de revenir 5 ans plus tard avec un business model qui a beaucoup évolué, enfin qui a grandi. Et donc voilà, ce sera mon mot de la fin. Ben, merci. Et toi Thibaut? Au milieu de toutes ces innovations, ce qui est important pour moi, c'est de penser aux particuliers. Nous, on est là pour aider les particuliers à réussir leur projet immobilier. Et énormément d'acteurs aujourd'hui présents ici au Rennes sont là pour ça. Et apporter toujours plus de solutions, innover toujours plus dans le secteur pour aider le particulier à aller jusqu'au bout de son projet immobilier. C'est des choses qui sont très motivantes et j'étais ravi de participer à cette table. Merci à vous. Et n'hésitez pas à vous rendre sur les stands des différents intervenants et sur le stand d'Imo2 également. Je vous dis à tous à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci.